Alors, au-delà du droit à l'oubli, sujet clé, vous l'avez compris, qui justifiait ces débordements de minutes, eh bien, ce sont les internautes eux-mêmes qui doivent prendre conscience de leurs nouveaux droits, notamment celui de ne pas être soumis à une mesure fondée sur le profilage. Alors, pour appréhender au mieux cette notion, c'est mon confrère Alain Grosjean qui va intervenir sur ce thème, le profilage, un défi pour le respect du droit à la protection des données. Et M. Raphaël Vineau interviendra par ailleurs sur les aspects techniques du profilage. Alors, Monsieur Alain Grosjean, vous êtes avocat au cabinet luxembourgeois Bonnet Schmitt, et je peux le dire, qui a reçu le prix du meilleur cabinet luxembourgeois 2013. L'IFLR Europe Awards. Vous êtes spécialisé en contentieux, propriété intellectuelle et technologie de l'information. Vous êtes également membre du Conseil de l'Ordre et vous avez d'ailleurs fait partie de cette délégation qui a œuvré pour le partenariat avec le barreau de Paris. Vous êtes également vice-président de la commission vie privée et droits de l'homme numérique de l'UIA. Alors, vous allez intervenir avec à vos côtés M. Raphaël Vineau, qui est chercheur en sécurité, qui est membre du Computer Incident Response Center Luxembourg, certes national, une initiative du gouvernement luxembourgeois qui vise à fournir une aptitude de réponse systématique aux menaces et aux incidents de sécurité informatique à destination des entreprises privées basées au Luxembourg, ainsi que de gérer la coordination des incidents de sécurité au niveau international. Donc, il est géré par un groupement, par un groupement d'intérêt économique qui s'appelle SMILE, c'est bien, Security Made in Luxembourg. Ce groupement a pour principal but d'accroître le niveau de qualité et de sécurité, donc des systèmes et réseaux d'information et de communication, et de dynamiser l'économie luxembourgeoise. C'est sûrement un exemple. Ne conservez en tête que vous êtes le dernier obstacle avec le déjeuner. Et vous pouvez parler. Merci. Peut-être une première précision. Il y aura un ouvrage chez l'ARCE qui sera publié et donc toutes les contributions en détail pourront être fournies. Alors je pense que notre professeur universitaire pourra nous expliquer tout en détail sur le droit à l'oubli qui est un droit fondamental et très intéressant. Moi je vais vous parler à présent du profilage pour un défi pour la protection des données. Nous assistons à une révolution technologique, sociale, économique. L'exploitation des données va changer le monde et notamment l'exploitation des données massives avec le big data. Des opportunités d'affaires incroyables, mais également des risques pour la vie privée. Alors, sur Internet, on met notre vie privée à nu. Les Internet dévoilent en ligne leur vie privée, leur mode de consommation, leur activité et déplacement, et même parfois leurs petits vices. Parfois volontairement et parfois non. Ils sont plus souvent tracés à leur insu dans l'opacité la plus totale et le manque de transparence. Alors, qu'est-ce qui est exactement visé? Eh bien tout. Historique des navigations, vos courriels, vos blogs, les informations sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les données de géolocalisation, les systèmes d'identification de radiofréquences RFID préfigurant l'Internet des objets sont de précieuses informations pour les opérateurs du net et les sociétés publicitaires. Pour vous donner un exemple, le nombre d'objets connectés, alors on parle des montres connectées, on parle des réfrigérateurs connectés, on parle des balances connectées, sont à l'heure actuelle à 15 milliards et dépasseront plus de 80 milliards en l'an 2000. La téléphonie, la télévision, l'Internet convergent vers une même technologie IP commune qui accroîtront la possibilité de tracer des données personnelles. Un point très important, c'est la monétisation des données. Quand le service est gratuit, bon, c'est le slogan bien connu, la contrepartie, bien, c'est vous. Les données personnelles, c'est un véritable actif incorporel. Les sociétés, parfois même le seul actif incorporel, au même titre que les marques et les brevets, et elles n'apparaissent pas au bilan. Elles sont évaluées à l'heure actuelle à 300 milliards et ce chiffre devrait tripler en l'an 2000. Alors,
Peut-être des inquiétudes au niveau des États-Unis par rapport aux courtiers des données. C'est la FTC, donc la Fédération des consommateurs aux États-Unis, qui a un peu tiré la sonnette d'alarme avec des opérateurs qui partagent les données en ligne, hors ligne, vendent leurs données à des tiers en toute opacité. À titre d'exemple, un courtier détient à peu près 1,4 milliard de transactions de consommation et 700 milliards de données personnelles. Donc, parfois, il traite également des données sensibles, telles que des catégories discriminatoires. Une catégorie, par exemple, de plus de 66 ans, avec un niveau faible de scolarité et des faibles revenus. Vous imaginez, quand vous appartenez à cette catégorie, qu'on ne va pas vous proposer grand-chose. Il faut savoir que les États-Unis sont en train de changer leur législation, que Obama a fait tout un rapport sur le big data, que les choses vont évoluer, mais on a ces catégories de professionnels. Alors, quelles sont les raisons de profilage? Elles sont diverses et variées. Il y a celles imposées par la loi, ce sont la législation telle que MIFID ou la lutte contre le blanchiment ou le terrorisme, on abordera ces sujets cet après-midi, la sécurité nationale ou la publicité ciblée. Moi, je vais me concentrer sur la publicité ciblée, donc c'est la publicité comportementale qui permet donc de cibler l'internaute en l'observant son comportement à travers le temps pour établir un profil. Donc on regarde les visites des sites, les mots-clés, les blogs, les chats, et on lui fait parvenir une publicité ciblée. Donc on utilise des cookies et d'autres techniques JavaScript pour tracer les internautes. On vous parlera un petit peu tout à l'heure, parce qu'on a un informaticien avec nous, il va nous expliquer un petit peu comment ça procède avec quelques schémas. Il faut savoir, retenez seulement que la publicité, la régie publicitaire permet à ces régies de suivre les internautes à travers plusieurs sites dès qu'ils consultent des sites Internet. Alors, il y a très important de délimiter la notion de profilage. Il y a une première étape qui est la collecte massive de données, notamment personnelles. Une deuxième analyse qui est là pour établir des corrélations entre certaines données et certains comportements, aboutissant à la création d'un profil. Généralement, ces données sont traitées sur base de logiciels de calcul, de comparaison et de corrélation statistique. Et puis, une troisième étape, qui est l'application du profil à l'individu, afin de lui attribuer des données qu'on ne connaissait pas sur lui, avec celles que l'on connaît déjà. Donc, bon, pour schématiser, les deux premières étapes, normalement, on travaille avec des données anonymisées. Alors, l'industrie estimait que ces deux premières étapes ne concerneraient pas la protection des données, mais on va plus faire une orientation que dès la collecte, dès l'analyse de corrélation, il faut effectivement protéger les protections des données, puisque au final, le profil va être appliqué à un individu. Alors, en ce qui concerne la publicité ciblée, il y a deux motifs de légitimation du traitement. C'est le fameux consentement, cette notion dont on a déjà entendu beaucoup parler aujourd'hui, et puis l'intérêt légitime du responsable du traitement. Je schématise les débats parce qu'ils sont très volumineux, mais déjà l'article 29, dans plusieurs avis, a très clairement indiqué que la publicité comportementale, justement les traitements à l'insu des personnes, le partage des données, le courtage des données, ce que je viens de parler aux États-Unis, la publicité basée sur la géolocalisation. Si la géolocalisation amène énormément de données qu'on peut traiter sur les personnes, puisqu'on peut les tracer dans leur vie au quotidien, la publicité fondée sur le suivi et des études de marché numérique, tous ces profilages nécessitent le consentement. C'est déjà une position assez ferme du groupe 29, du fait de leur caractère intrusif. Alors, la nouvelle législation, pour être bref, il y a une définition qui est apportée au profilage, il y a un droit d'opposition au profilage et un régime plus strict dès que le profilage amène à des mesures produisant des effets juridiques pour la personne concernée ou affecte de façon significative ses intérêts. Il y a une interdiction basée sur les profilages basés sur des données sensibles, une meilleure obligation d'information des personnes concernées en leur obligeant justement d'expliquer l'existence du profilage et ses effets sur la personne concernée, un droit d'accès, de modification, de suppression du profil, la protection de l'enfance, effectivement, un des considérants dit très clairement, on ne doit pas profiler un enfant. Et deux principes fondamentaux, je dois quand même insister là-dessus, c'est la privacy par design, qui dit que dès qu'on a un logiciel qui ferait du profilage, on doit prendre en considération
la protection des données. Et un autre principe fondamental pour le profilage, c'est la privacy par défaut, qui sous-entend que les navigateurs, les sites Internet, soient profilés par défaut contre le profilage. Et donc, il faut une action active de l'internaute pour accepter d'être profilé. À l'heure actuelle, c'est exactement la situation opposée. Et puis un régime très strict, puisqu'on parle de 100 millions d'amendes et de 5% du chiffre d'affaires annuel. Il faudra attendre la version définitive du règlement pour voir si ces chiffres évoluent. Et puis, alors, il faut effectivement, en matière de profilage, on ne peut pas vous parler du big data. Trois caractéristiques. Le volume, ce sont des données gigantesques. Je crois qu'il est très difficile de les chiffrer ou de les comprendre, mais ça dépasse l'entendement. La deuxième caractéristique, c'est la vélocité, c'est-à-dire qu'elles sont traitées très rapidement et parfois même en temps réel. La diversité des sources, structurées, non structurées, et elle englobe cette donnée de géolocalisation de la personne dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment cibler la personne à un moment donné, peut-être au moment où elle est plus apte à consommer, par exemple. Et puis, tout ça, c'est géré par des logiciels très puissants. Avec le cloud computing et la possibilité de louer à distance donc des capacités de stockage, on peut traiter maintenant les traitements de big data. C'est ouvert au plus grand nombre, notamment aux petites et moyennes entreprises, et ceci à moindre coût. Alors, les avantages et les risques. Alors, les avantages, ils sont fantastiques, il faut le dire, au niveau de la santé, au niveau de la fraude. On parle aussi, par exemple, des soins intensifs des prématurés, où en prenant une masse de données, on a pu détecter les signes avant-coureurs d'une maladie, enfin, d'une infection, et mieux traiter les patients. Donc, c'est vraiment des technologies, enfin, le big data va servir vraiment à des actions très positives. C'est aussi dans l'industrie, avec beaucoup de capteurs, on regarde l'usure d'une pièce de moteur, on améliore aussi une chaîne de production, donc des avancées indéniables. Et donc, il ne faut pas arrêter l'industrie là-dessus, bien sûr. Mais effectivement, dès que le big data, parce que normalement, il traite des données anonymisées, mais si c'est possible par des regroupements, de permettre la transformation des données anonymisées en des données personnelles, parce que les capacités de calcul le font, alors vous arrivez à des traçages spectaculaires et des ingérences sur la vie privée. Création de profils extrêmement précis et parfois avec des données sensibles, telles que des données de santé. Et on peut imaginer, après, les difficultés peut-être pour trouver un emploi, un prêt ou un contrat d'assurance. C'est aussi les données génétiques, c'est-à-dire qu'on va peut-être estimer que dans quelques années, vous allez avoir une proportion à développer telle ou telle maladie. Quid? Alors effectivement, ça interpelle effectivement la société, ça pourrait même être un dossier philosophique, ça peut amener à des exclusions et à des discriminations, et surtout à un risque de détournement des finalités. Et on l'a bien vu avec la surveillance massive américaine de la NSA, donc il faut que ça soit encadré. Alors, quelques recommandations pour les responsables de traitement. Évidemment, une meilleure information, des politiques de confidentialité claires, compréhensibles, accessibles à tous, une nécessité forcément d'autorégulation, et on le voit dernièrement avec la charte, par exemple, de France Télévisions, qui dit tout simplement « je ne vends pas vos données, je ne partage pas vos données ». Je traite pour que vous ayez le meilleur service, mais je m'autorégule. Et puis, certainement, on va voir comment va aboutir le règlement, mais ils auront, pour ce type de traitement tel que le big data ou le profilage, il faudra une analyse d'impact et une consultation préalable des autorités de régulation. Et justement, pour les autorités... Oui. Pour les autorités... Voilà, pour les autorités de régulation, encourager des codes de conduite, soutenir le principe du consentement éclairé et actif, informer les internautes des risques de profilage par des conseils pratiques. Le contrôle, comme la CNIL l'entreprend en ce moment avec les cookies, des opérateurs bien sûr, favoriser la labellisation, inciter l'industrie à développer des services et des outils innovants. Et puis pour les internautes, et j'en finirai par là, une prise de conscience, effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir qu'on est tracé déjà,
prendre des mesures appropriées techniques et comportementales. Pour les avocats qui sont ici, ils doivent défendre un secret professionnel, donc ils doivent faire attention quand ils utilisent des moteurs de recherche. Ils doivent prendre les mesures, et on va en discuter à l'instant, un petit peu techniques pour éviter cela. Et puis alors 2 mots sur les conclusions du Net mondial de Sao Paulo, qui a lieu en avril de cette année, où il a été indiqué l'importance d'une gouvernance multilatérale pour un Internet ouvert, libéré de la tutelle américaine. L'INCAM ne serait plus contrôlé par le gouvernement américain. On irait vers une autorité autonome. Et également la création d'une charte mondiale Internet. On va vers une convergence mondiale de tous ces droits. Donc on ne peut pas dire que ça va être finalement l'Europe contre les États-Unis, mais certainement les États-Unis qui vont se conformer dans l'avenir à la réglementation européenne avec plus de fermeté. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans nos ordinateurs au niveau de la publicité ciblée.